Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions, des questions, bien sûr, qui concernent notamment la gestion de son portefeuille avec des fonds communs de placement. Entre autres, une question qui nous vient de Jules de Saint-Hyacinthe qui nous dit « Monsieur Marcoux a parlé d'investir dans 5 à 7 fonds communs, pas plus, pour l'ensemble de son portefeuille. Il nous demande, suggère-t-il 5 fonds équilibrés ou une composition de fonds spécialisés? Recommande-t-il de faire affaire avec 5 compagnies différentes? J'aimerais qu'il me suggère 5 fonds dans lesquels je pourrais investir également au fur et à mesure dans un portefeuille réel. » Bon. D'abord, monsieur Jules, ce qu'il faut s'assurer une chose, c'est que ça dépend toujours de l'actif sous gestion que vous avez. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait 5 000 10 000 acheter 5 fonds, c'est absolument inutile. Vous pouvez trouver un excellent fonds équilibré, par exemple, qui va faire un bon travail, qui contient un certain pourcentage à l'étranger, un bon pourcentage en actions canadiennes, obligations canadiennes. Ça fait le travail. Par contre, si on veut aller un peu plus sophistiqué, si on peut dire, moi, je vous dirais que le noyau d'un portefeuille devrait toujours, par exemple, être un bon fonds d'actions canadiennes ou un fonds, par exemple, d'obligations canadiennes, selon notre tolérance au risque. Oui. Et là, si on y va, par exemple, avec un fonds d'actions canadiennes, essayez d'en trouver un qui a une approche croissance avec un qui a une approche valeur. Donc, la corrélation des deux fonds va être quand même assez semblable parce que dès qu'on va dans la grande capitalisation canadienne, quand le marché baisse, il baisse, peu importe, mais l'approche des gestionnaires va être différente. Et là, on va compléter ça, par exemple, avec un fonds mondial ou international, un fonds US, un fonds de petite capitalisation canadienne. Et on pourrait y aller avec un fonds éthique, peut-être. Chez RBC, entre autres, vous avez le fonds RBC Gen-C qui font très, très bien. Alors, ça pourrait être une façon de construire un portefeuille. Monsieur Jules aussi nous parle de lui suggérer 5 fonds. Alors, j'ai fait un petit tableau où j'ai suggéré 5 fonds qui viennent de... On va voir à partir de mon ordinateur à moi le tableau de Michel Marcoux. Voilà. Alors, on va voir que ce que j'ai fait, c'est qu'un des fonds intéressants, c'est les fonds Omega Actions privilégiées, qui sont un fonds d'actions de grande capitalisation, qui sont des actions privilégiées. Vous savez que j'aime beaucoup les fonds de dividendes, des actions privilégiées. Oui. Ce fonds-là, plus de 90 du fonds, c'est des actions privilégiées. Donc, c'est des grandes entreprises. Il y a aussi une solution, une alternative, qui sera le Omega Dividende élevé. La même compagnie de fonds, ça appartient à la Banque nationale. C'est un fonds qui est plus volatile que l'autre parce qu'il achète des actions ordinaires. Souvent, c'est les mêmes entreprises, mais c'est l'action ordinaire. Comme deuxième suggestion, Fidélité Grande Capitalisation, c'est géré par Daniel Dupont, qui est un gestionnaire canadien, québécois même, qui vient de la Beauce, je me souviens bien. Et un complément à ça, ça serait peut-être le CI Placement canadien. Un bon fonds d'obligation, TD, se sont toujours démarqués dans les fonds d'obligation. Et une alternative, PHNN, obligations qu'on vient de parler, qui ont des fonds très intéressants aussi. Pour notre partie mondiale, internationale, EdgePoint, qui est une nouvelle compagnie de fonds, on l'a reçu il y a quelques semaines ici, M. Pierre Navac, c'est géré à Toronto, une approche qui est très conservatrice, qui est en fait les anciens gestionnaires de TriMark. Et comme alternative, j'ai le Mackenzie Condil Valeur. Évidemment, M. Condil n'est plus, mais son équipe de gestion est là, la même philosophie est là. Et c'est des fonds qui, probablement avec le EdgePoint, que quand un va peut-être augmenter dans certaines périodes, l'autre va peut-être un peu moins bien faire, mais il va arriver aussi des événements où ça va être le contraire. Parce que ce qu'on veut d'un portefeuille, c'est que pas tous les fonds montent en même temps, mais qu'ils descendent aussi tout en même temps. Alors, on essaie de choisir des corrélations différentes. Et j'ai pris des fonds américains parce qu'on sait que le marché américain, il y a actuellement des choses intéressantes, surtout notre dollar canadien nous permet d'acheter. Parce que c'est en devise américaine, là, ces fonds-là. Pas le RBC, vous pouvez l'acheter en devise canadienne, mais évidemment, le gestionnaire, lui, va transformer en dollars US pour acheter des titres en dollars US. Le RBC O'Shaughnessy valeur américaine et le Dynamique valeur américaine. Le RBC O'Shaughnessy, bien, peut-être, Guy, tu pourrais nous en parler un peu parce que c'est un fonds particulier, c'est un fonds intéressant. Je ne sais pas si tu veux... Oui, absolument. Ben alors, le violon O'Shaughnessy vient de Jim O'Shaughnessy, qui est un gestionnaire américain avec lequel on a une affiliation depuis 13 ans maintenant chez RBC. Jim O'Shaughnessy est vu comme étant l'un des pionniers du développement de la méthode quantitative aux États-Unis. On retourne au milieu des années 80 et là, à travers différentes recherches. Méthode quantitative, pour les gens, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas une intervention humaine. C'est vraiment un modèle mathématique, informatique qui gère la... Voilà. Ce sont des modèles qui sont basés sur des caractéristiques
boursières. C'est des titres qui ont bien fait dans le temps. Et quand je dis dans le temps, chez O'Shaughnessy, la recherche reculait jusqu'en 1962 au niveau des données utilisées pour développer les mandats. Et tout récemment, ils ont acquis une nouvelle base de données de l'Université de Chicago qui leur permet d'aller jusqu'en 1926. Donc, ce qu'ils font, ces gestionnaires-là, plutôt que rencontrer les dirigeants des compagnies, ils vont plutôt regarder les compagnies qui ont bien fait sur des très grandes périodes, quelles étaient leurs caractéristiques financières et est-ce que je peux aujourd'hui trouver des compagnies qui ont les mêmes caractéristiques? Donc, en termes de dette, d'évaluation, ratio court-bénéfice, paiement de dividendes, etc. Ce sont des caractéristiques, quand on dit méthode quantitative, on a l'impression que c'est bien compliqué. Et ça fonctionne. Donc, on transige au fur et à mesure, j'imagine qu'on réévalue périodiquement et les entreprises qui ne rencontrent plus ces critères-là sortent, on en entre. Voilà. D'autres nouveaux joueurs rentrent dans le portefeuille. Une des caractéristiques des fonds de M. O'Shaughnessy, c'est que vu que lui, il ne se déplace pas, par exemple, pour aller rencontrer des présidents d'entreprise, ses coûts de fonctionnement, ça coûte moins cher. Donc, dans les fonds internationaux, dans les fonds, par exemple, américains, c'est une des familles de fonds ou la famille de fonds où les frais de gestion, c'est les plus faibles. Ouais. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Et dans le livre de M. O'Shaughnessy, avec les nouvelles données, Guy me disait peut-être que ça va changer. Mais M. O'Shaughnessy dit qu'une année sur 5, son modèle ne fonctionne pas bien. Évidemment, on ne peut pas savoir laquelle. On le sait, mais il est trop tard. Et puis, mais sinon, ça fonctionne bien. Dans 2008, beaucoup de gens ont voulu vendre ce fonds-là parce que les gens disaient « Ah, M. O'Shaughnessy a perdu, sa formule ne fonctionne plus ». Si vous regardez aujourd'hui, ce fonds-là est devenu le premier quartier, je pense, depuis sa fondation. C'est un excellent fonds. Quelle approche avez-vous pour quand vous bâtissez un portefeuille pour un de vos clients à partir de fonds? Y allez-vous davantage avec des fonds équilibrés, avec des fonds un peu par classe d'actifs, comme le suggère Michel? Est-ce qu'il y a une approche particulière? En fait, ça va dépendre de la taille du portefeuille, le profil de risque de l'investisseur. Si on parle d'une personne plus jeune qui a beaucoup de temps, j'irais à ce moment-là de façon un peu plus forte. On a parlé d'obligations de marché émergent un petit peu plus tôt, mais il y a aussi les actions de marché émergent, les marchés internationaux. J'irais un petit peu plus fort de ce côté-là. Pour une personne qui est plus proche de la retraite, je vais peut-être regarder des fonds qui ont un revenu mensuel, quelque chose qui paye un revenu sur une base régulière. Ça va dépendre. Et dans le fond, les fonds équilibrés, ce serait pour un plus petit portefeuille? Ou, en fait, il faut faire attention. L'autre jour, on a eu, je pense, une question d'un client qui dit « C'est quoi le maximum que je peux mettre d'un fonds? » Il y a des fonds que le minimum, c'est 500 000. Il y en a dans le marché actuellement. Et je vous dirais que si vous prenez même un fonds équilibré là, normal, par exemple, excusez, j'avais décortiqué l'autre jour une famille de fonds que dans un fonds équilibré, il y avait au-dessus de 900 positions d'obligations. Il y avait 157 titres d'actions canadiennes et étrangères. Donc, d'avoir 500 ou 1 million ou 5 millions dans ce genre de fonds-là, vous avez une répartition qui est énorme. Vous n'avez pas besoin de chercher. Beaucoup de gens ont l'impression que ils ne sont pas assez répartis parce qu'un fonds... Non, mais la crainte, des fois, c'est le risque lié au promoteur ou au gestionnaire. Effectivement. Mais quand on regarde des gestionnaires qui ont une feuille de route sur 10 ans qui est excellente, bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter et faire attention. Alors, on va faire la question suivante. Oui, si on veut avoir le temps. Parfait. Je révise mon portefeuille et je me demandais si je dois vendre ou conserver mes fonds communs de placement. Pourriez-vous me donner votre opinion sur, et là, on est précis, le fonds répartition d'actifs de fidélité et le fonds d'allocation d'actifs AGF. Je détiens ces fonds depuis environ 10 ans. Il me semble ne plus avoir une bonne cote selon Morningstar. Est-ce que je garde ou je vends? Qu'est-ce que vous avez à me suggérer? Bon, moi, j'ai sorti un petit tableau avec une compagnie de fonds Palchak qu'on malheureusement, on ne peut pas voir à l'écran. Mais AGF, actuellement, si on regarde l'ensemble des fonds équilibrés, le fonds AGF ne fait pas mieux, ne fait pas pire que son industrie. Et au niveau du risque, c'est le risque moyen. Alors, il n'y a pas de mauvaise performance, mais pas de bonne performance. Alors, peut-être c'est un fonds éventuellement qu'on pourra oublier. En tout cas, il n'est pas intéressant actuellement. La fidélité, par contre, lui, je le garderais. C'est un fonds qui est plus à risque que la moyenne des fonds, mais le rendement est aussi supérieur. Donc, je n'hésiterai pas à garder ce fonds-là dans mon portefeuille. Pourquoi est-il plus à risque? En fait, au niveau de la volatilité, ça peut être que le gestionnaire qui transige plus, le genre de titre... C'est dans la proportion action-obligation? Oui, puis des fois, le genre de titre qu'il va acheter, il va acheter la plus petite capitalisation ou pas. Et j'ai fait préparer un petit document qu'on va pouvoir voir sur 6 fonds équilibrés de certaines compagnies de fonds qui pourraient être des alternatives pour madame ou monsieur. Enfin, non, il n'y avait pas de nom. Bon, enfin, monsieur, madame anonyme. Alors, c'est des fonds qui sont très intéressants. C'est des fonds équilibrés. Pourquoi j'ai pris ces familles de fonds-là? Ben, en fait, c'est pour... Il y a des gens qui ont déjà un portefeuille chez Fidélité, TD, Dynamique. Alors, les rendements que vous avez sur 5 ans sont au-dessus de la médiane. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait mieux que la moyenne de leur catégorie.
L'écart type que je mets à côté, c'est le risque. Donc, quelqu'un qui cherche un fonds avec un risque très, très faible, on a le Méritage portefeuille équilibré RBC qui a un écart type de seulement 8,4. Donc, c'est normal, peut-être qu'à long terme, vous allez faire un petit peu moins, mais si vous cherchez un fonds vraiment équilibré, qui a beaucoup de croissance, plus à risque, le Dynamic Power qui va donner sur le long terme un meilleur rendement, mais comme j'ai déjà dit, les fonds Power de Dynamic sont d'excellents fonds, mais ils ne conviennent pas à tous les investisseurs parce que c'est vraiment une famille de fonds qui veut profiter de la croissance, donc ils vont être plus à risque. Ils vont prendre des positions qui ne conviendront pas peut-être à tous les investisseurs. Est-ce que c'est plus à risque au même titre que celui de fidélité dont vous parliez? La répartition d'actifs. En termes de risque? C'est à peu près la répartition d'actifs puis le revenu mensuel, assez semblable. Il y a des gestionnaires qui se ressemblent. Donc, mais c'est parmi les fonds les plus intéressants. Et comme je disais, des gens qui veulent quelque chose de simple comme portefeuille, un bon fonds équilibré, ça peut vous rassurer. Mais parmi ces fonds-là, vous ne vous trompez pas. Pour le long terme. Oui. Peut-être, Guy, nous parler un petit peu de ton fonds RBC mensuel? Oui, en fait, le fonds revenu mensuel RBC, on pourrait le qualifier de classique de la famille de fonds RBC. C'est lorsqu'on bâtit des portefeuilles, surtout en succursale bancaire, et qu'on veut avoir une solution, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, un fonds qui va verser sur une base régulière. Le versement de revenus réguliers rassure l'investisseur. Donc, le fait d'avoir une formule fixe comme ça, où on reçoit tant par mois durant toute l'année, on n'est pas obligé de le garder, on peut le réinvestir dans le fonds. C'est des solutions qui sont très rassurantes, surtout en fonction dans le contexte des 3-4 dernières années sur les marchés. Le fonds revenu mensuel RBC, c'est un très gros fonds, 8 milliards d'actifs. Les frais sont très bas. C'est un mandat qui est 50-50. On parlait justement de fonds parfaitement équilibrés un petit peu plus tôt. Voilà, exactement. Par contre, une caractéristique de ce fonds-là, c'est qu'il n'est pas disponible les REER. Oui, en fait... non, c'est ça. Parce que c'est l'objectif, c'est qu'il va donner des revenus mensuellement. Donc, c'est surtout les gens qui ont un portefeuille en REER. Par exemple, ce produit-là s'adresse à ces gens-là. Je vais avoir le temps, je pense, de répondre à une dernière question. Et là, on sort du monde des fonds communs de placement. Marie-Berthe de Laval qui nous demande au sujet d'Enerplus Corporation, ERF, c'est le symbole boursier. Est-ce que la distribution est surévaluée? On va peut-être voir le graphique. C'est un titre, effectivement, qui offre une évaluation, une distribution actuellement de 2,16 $. Ça équivaut à 7,38 %. Il nous demande si c'est un bon temps pour acheter ce titre-là. J'ai fait mon travail. J'ai rappelé, en fait, j'ai parlé à Richard Giroux, à Yves Usereau, qui étaient tous les deux présents hier pour avoir l'évaluation, leur opinion sur cette compagnie-là. D'abord, c'est un producteur de pétrole et gaz, capitalisation boursière de 5,5 milliards. On estime déjà atteint un sommet, et je peux me reporter un peu plus loin, mais un sommet à 60 $ l'action. On est loin du compte, autour de 30 $ l'action. Yves Usereau disait, techniquement parlant, à 29,50 $, c'est un signe de vente, et à 34 $, c'est un signe d'achat. Il faut croire en la montée du prix du pétrole et au maintien du prix également à long terme de ce prix du pétrole, que ce ne soit pas juste des soubresauts. Par contre, cette évaluation très élevée, cette distribution qui est très élevée, soulève bien des questions. Entre autres, Richard Giroux, qui était présent hier, nous dit que d'une part, c'est difficile de trouver des sociétés qui offrent une distribution aussi intéressante, mais il faut faire attention. On a vécu l'expérience avec Yellow Media. Il faut s'assurer que ce soit des sociétés qui soient en mesure de payer cette distribution-là. Et pour le moment, il disait que parce qu'on attend en fait une augmentation de la production chez cette compagnie-là, il pourrait avoir de bons résultats, mais il y a vraiment une grande source d'incertitude. Alors, on évaluait ce titre-là comme étant quand même assez risqué avec une distribution qui est importante. Il faut toujours faire attention. On a eu des mauvaises expériences. Ça attire beaucoup les investisseurs, mais il faut faire très attention. Oui, absolument. Alors, voilà, Marie-Berthe, j'espère que ça répond à votre question. Bref, il faut croire vraiment au projet de la compagnie, à l'évolution du prix du pétrole. Et il y a 13 analystes qui suivent le titre et voient le titre à 33 $ l'action. Alors, ça m'a laissé le temps pour répondre à cette question. Je vous remercie, Michel Marcoux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Chouinard, d'avoir été avec nous de RBC. Et moi, je vous retrouve demain pour une autre émission d'On s'investit.